Je m'appelle Martine et j'ai 62 ans. Ma vie suit un rythme simple depuis longtemps. Chaque matin, vers 6 heures, je me lève pour attraper le premier bus qui me conduit à l'école primaire où je travaille comme employée administrative. Je rentre en fin d'après-midi, souvent épuisée, mais toujours prête à écouter Gabriel, mon fils de 28 ans, qui vit encore avec moi. Il affirme depuis des années que sa présence me protège, que je ne dois pas vieillir seule dans ce pavillon tranquille situé en banlieue d'une grande ville. J'ai longtemps pris cette cohabitation comme une marque d'amour. Peut-être aussi parce que mon mariage s'est effondré quelques années plus tôt et que cette maison représentait le dernier morceau d'un foyer qui n'existait plus vraiment. Ce jeudi de mois de mai a pourtant fissuré toutes mes certitudes. Lorsque je suis rentrée du travail, j'ai trouvé Gabriel devant la porte d'entrée. Il tenait une valise. À côté de lui, une jeune femme observait le jardin comme si elle évaluait un bien immobilier. Cheveux lisses, expression assurée, sourire figé. Gabriel a dit calmement « Maman, voici Yasmine, ma compagne. Elle va vivre ici pour quelque temps. » Ce n'était pas une demande. C'était une annonce. J'ai senti mon cœur se serrer, mais j'ai répondu poliment. Je me suis toujours efforcée de préserver la paix familiale, même au prix de mon propre confort. Yasmine m'a salué d'une voix douce qui contrastait avec son regard perçant. Elle m'a complimenté sur la maison, sur le jardin, sur les rideaux du salon. Ces éloges rapides donnaient l'impression qu'elle cochait mentalement une liste, comme si elle se préparait à occuper cet espace. Je leur ai montré la chambre d'amis, devenue plutôt un débarras au fil des années. Yasmine a pénétré dans la pièce comme si elle y avait déjà vécu, ouvrant l'armoire, touchant les couvertures, commentant l'éclairage. Je ne disais rien, par habitude plus que par conviction. Après le dîner, j'ai remarqué d'autres attitudes qui m'ont dérangée sans que je sache l'exprimer. Elle prenait mon téléphone posé sur la table pour regarder l'heure, ouvrait la porte du réfrigérateur sans prévenir, installait ses affaires dans l'entrée comme si elle partageait cette maison depuis toujours. Gabriel, qui avait toujours été un fils réservé, évitait soigneusement mon regard, comme s'il craignait ma réaction. Cette première soirée s'est terminée avec une sensation étrange, comme si l'air de ma propre maison avait changé de densité. Je me suis couchée tôt. J'ai regardé le plafond en silence, poussant ma fatigue de côté pour réfléchir. Je me suis dit que je devais me montrer compréhensive. Après tout, le bonheur de mon fils me semblait plus important que mon malaise grandissant. J'ai murmuré « Martine, sois raisonnable, laisse-le vivre sa vie ». Les jours suivants ont confirmé cette impression d'invasion tranquille. Yasmine restait souvent à la maison, parlait au téléphone comme si elle se trouvait chez elle, se déplaçait dans les pièces avec une aisance qui me surprenait. Je ne la voyais jamais vraiment travailler, bien qu'elle évoquât régulièrement un projet professionnel vague. Gabriel, enchanté par sa présence, paraissait plus nerveux avec moi. Je sentais un mur invisible se dresser entre nous. Une semaine après l'arrivée de Yasmine, Gabriel m'a demandé de le rejoindre dans le salon. Il avait le ton sérieux qu'il utilisait rarement. Il m'a dit « Maman, il faut accepter que la situation change. Yasmine et moi formons un couple. Tu dois être plus flexible. » Ce mot « flexible » m'a glacée. Pendant toute ma vie, j'ai dû m'adapter aux autres, à un mari indifférent, à un travail exigeant, à une maternité menée seule après la séparation. Entendre mon propre fils me reprocher un manque d'adaptation m'a blessée profondément. Je lui ai répondu calmement que je faisais de mon mieux, mais il a insisté avec une fermeté nouvelle. Il semblait vouloir prouver quelque chose à Yasmine, qui écoutait la conversation depuis le couloir. Ses yeux brillaient d'un triomphe silencieux, comme si cette scène renforçait une position qu'elle s'était déjà attribuée dans cette maison. Le soir même, après le repas, Gabriel est revenu vers moi. Il avait cette fois un regard déterminé. Yasmine se tenait derrière lui, bras croisés, sûre d'elle. Il a prononcé la phrase qui a ouvert une fissure irréversible dans mon cœur. « Maman, soit tu t'adaptes à Yasmine, soit tu te cherches un autre endroit où vivre. » Je suis restée immobile. Je ne sentais plus mes mains. Cette maison que j'avais financée seule, que j'entretenais depuis des années, ce refuge fragile que j'avais protégé autant que possible, devenait soudain un lieu où je n'avais plus ma place. Pourtant, au milieu de cette douleur, quelque chose s'est réveillé en moi. Une force ancienne, oubliée, presque rugueuse. Je n'ai rien répondu, mais j'ai compris que ce moment serait un tournant.
Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Les jours qui ont suivi ce fameux ultimatum ont eu un goût étrange. La maison paraissait la même, les meubles n'avaient pas bougé, le jardin restait silencieux. Pourtant quelque chose s'était déplacé dans l'équilibre invisible de notre vie. Yasmine ne se comportait plus comme une invitée. Elle circulait dans le pavillon comme si son nom figurait déjà sur l'acte de propriété. Le premier changement concret est venu avec les factures. Un soir, Gabriel a posé les enveloppes sur la table de la cuisine. La voix se voulait neutre, mais la décision était déjà prise. Selon lui, la connexion Internet ne suffisait pas pour le travail de Yasmine. Il a donc contacté le fournisseur et choisi une offre 2 fois plus chère. La facture d'électricité avait également augmenté. Radiateur allumé presque toute la journée, téléviseur en fond sonore, lumière dans chaque pièce, ordinateur portable branché en permanence. Mon salaire d'employée administrative supportait déjà la taxe foncière, les charges de la maison et l'alimentation. Voir ces montants grimper ainsi m'a donné l'impression de regarder un seau se vider lentement par un trou au fond. Dans les semaines suivantes, le chariot de course a commencé à changer de visage. Jusqu'alors, je remplissais le frigo avec des produits simples, ceux que l'on trouve dans n'importe quel supermarché de quartier. Yasmine ajoutait désormais des yaourts de marque, des produits issus de l'agriculture biologique, du pain complet spécial, des fruits rouges hors saison. Gabriel glissait ses articles dans le chariot sans me consulter, puis diminuait discrètement sa participation aux dépenses. Lorsque je faisais remarquer que le budget ne suivait plus, un malaise s'installait aussitôt. Gabriel répétait que je devais penser au confort de tout le monde, que Yasmine avait besoin de qualité pour rester motivée dans ses projets. Pendant que je quittais la maison aux premières heures du jour pour affronter le bus bondé, Yasmine restait généralement en pyjama dans le salon. Une série lancée sur l'écran, le téléphone toujours dans la main, les réseaux sociaux défilant à toute vitesse, un vernis à ongles ouvert sur la table basse. Elle parlait de phase de transition, de nouveaux départs professionnels, de futures activités indépendantes, mais aucun signe concret n'apparaissait. Pas d'entretien, pas de rendez-vous, pas de dossier en cours. Simplement des conversations interminables avec des amis où il était question de bien-être, de alignement, de énergie, de confort. Cette légèreté assumée contrastait violemment avec ma réalité de femme de 62 ans qui comptait chaque euro pour éviter le découvert. Un soir, après avoir reçu la nouvelle facture d'électricité, j'ai osé dire que la situation devenait difficile. La voix a tremblé malgré mes efforts. Gabriel m'a regardé comme si je réagissais de manière disproportionnée. Yasmine, assise en face de moi, a pris la parole avec ce ton doux qui cachait une dureté glaçante. Elle a dit tranquillement « Madame, quand on invite quelqu'un à vivre chez soi, on assume. » Cette phrase a résonné longtemps dans ma tête. Selon elle, l'arrivée de Yasmine dans ma propre maison relevait d'une invitation, et par conséquent, de ma responsabilité totale. Le fait que je sois propriétaire, que je travaille encore pour payer les charges, que j'ai vécu seule ici pendant des années, n'entrait pas dans son raisonnement. Dans cette logique tordue, la mère devait absorber tous les coûts sans poser de questions. Le jour où j'ai compris à quel point ma place se réduisait, s'est déroulé un samedi après-midi. Je revenais des courses, les bras chargés de sacs, lorsque des voix féminines ont résonné depuis le salon. En entrant, j'ai découvert Yasmine entourée de 3 amis. Des verres de vin sur la table basse, des assiettes, des restes de fromage, l'une de mes nappes soigneusement brodée, transformée en simple set de table. Yasmine a annoncé avec enthousiasme qu'elle organisait une sorte de réunion de réseautage pour parler de projets et d'idées. La scène m'a laissé sans voix. Personne ne m'avait prévenu. Les regards se sont tournés vers moi. Un mélange de curiosité et de jugement flottait dans l'air. J'ai pris une inspiration pour ne pas exploser. Avec le plus de calme possible, j'ai demandé à Yasmine de me prévenir avant d'inviter plusieurs personnes. Une de ses amies m'a observé de la tête aux pieds, avec ce sourire poli qui cache le mépris. Une autre a murmuré quelque chose à l'oreille de sa voisine, et un petit rire étouffé a fusé. Yasmine s'est levée, m'a prise à part près de la porte, puis a baissé la voix sans renoncer à ce ton condescendant.
Selon elle, je traversais une période délicate depuis ma séparation et il ne fallait pas que je projette mes frustrations sur elle. D'un geste rapide, elle m'a rassurée en disant que cette maison pouvait devenir un lieu vivant, moderne, ouvert, à condition que je ne bloque pas l'énergie. Le malaise a grandi encore davantage quand Gabriel est rentré. Au lieu de voir l'inconfort dans mes yeux, il s'est excusé auprès de Yasmine pour le incident. Plus tard, dans sa chambre, la discussion a explosé. J'ai expliqué les factures, la fatigue, la sensation de ne plus être chez moi. Lui défendait l'idée d'un couple moderne, libre, d'une maison partagée. À un moment, il a répété que Yasmine passait avant tout, qu'il refusait qu'elle soit traitée comme une intruse. Le ton est monté malgré moi. La réponse finale est tombée comme un couperet. Gabriel a redit que la condition restait la même, que je devais m'adapter ou envisager de partir. Lorsque je suis sortie de sa chambre, Yasmine se tenait dans le couloir. Les bras croisés, le sourire étiré, elle m'a lancé doucement « On peut très bien vivre ensemble, tant que chacune reste à sa place. » Le sous-entendu ne laissait aucun doute. Dans ce pavillon que j'avais payé pendant des années, ma place se réduisait à celle d'une présence gênante, peut-être utile pour payer les charges, sûrement dérangeante dans le reste. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai compris que la situation dépassait un simple conflit de cohabitation. Il ne s'agissait plus uniquement d'habitudes différentes ou de générations qui se heurtent. Mon propre fils, influencé par une femme qu'il connaissait à peine, me poussait vers la sortie moralement, sinon physiquement. La maison se transformait en champ de bataille silencieux. Personne ne portait d'uniforme, aucun cri ne résonnait dans les rues. Cependant, chaque regard, chaque phrase, chaque facture posée sur la table représentait un tir précis. À cet instant, quelque chose en moi a décidé de ne plus reculer, même si je ne savais pas encore comment mener cette guerre. Un mardi soir, alors que je rangeais quelques papiers tombés derrière le canapé, une enveloppe froissée a glissé au sol. Le papier portait le nom de Yasmine, suivi de la mention très officielle d'un huissier de justice. Mon cœur a battu plus vite. J'ai ouvert la lettre avec précaution, même si je savais que je n'aurais pas dû. Le courrier annonçait une procédure d'expulsion pour loyer impayé, concernant un appartement situé dans une commune voisine. La date indiquait que l'expulsion avait eu lieu une semaine avant son arrivée chez moi. Une semaine seulement. La présence soudaine de Yasmine prenait soudain une autre couleur. Mon esprit cherchait désespérément une explication raisonnable, mais les mots de la lettre parlaient plus fort que toutes les hypothèses. Le lendemain, pendant la pause déjeuner, je me suis assise en face de Sophie, ma collègue. Elle a immédiatement remarqué mon air préoccupé. Je lui ai raconté la lettre, les factures qui augmentaient, la réunion improvisée du samedi précédent, l'attitude de Gabriel. Sophie, qui connaît les subtilités humaines mieux que beaucoup, a posé ses couverts et m'a fixé avec gravité. Selon elle, Yasmine utilisait mon fils et probablement ma maison. Elle m'a conseillé de regarder les réseaux sociaux de la jeune femme, car les apparences y révèlent souvent plus qu'on ne croit. Je lui ai répondu que je n'étais pas très à l'aise avec ces outils. Sophie a souri, a sorti son téléphone et a tapé le nom de Yasmine. En quelques secondes, son profil est apparu. Je n'ai jamais été une grande utilisatrice d'Internet, mais les images défilaient avec une facilité déconcertante. Yasmine posait dans des hôtels de luxe, dînait dans des restaurants prestigieux, affichait une garde-robe impressionnante. Cependant, toutes ces photos datèrent de plusieurs mois, parfois d'une année entière. Les publications récentes, en revanche, se limitaient à des citations inspirantes et des messages flous sur la reconstruction personnelle. Les commentaires sous certaines publications m'ont glacée. Plusieurs jeunes femmes réclamaient des robes empruntées, des accessoires non rendus, des sommes avancées. Tout donnait l'impression d'un décor luxueux posé sur un sol instable. À la fin de la journée, ma curiosité mêlée d'inquiétude m'a conduite à l'adresse mentionnée dans la lettre de l'huissier. L'immeuble était modeste, un peu défraîchi. À l'entrée, le concierge balayait le trottoir. Je me suis présentée avec prudence, en expliquant que je cherchais simplement des informations sur une ancienne locataire. Le visage du concierge s'est crispé lorsqu'il a entendu le nom de Yasmine. Il a raconté qu'elle avait quitté l'appartement en laissant derrière elle 3 mois d'impayés. Selon lui, elle organisait souvent des soirées bruyantes qui dérangeaient tout l'immeuble. Un jour, le petit-fils de la voisine du 3e étage avait eu la mauvaise idée de lui faire confiance.
Elle lui avait emprunté de l'argent, prétendant qu'elle attendait un virement important. Le jeune n'a jamais revu ni l'argent ni Yasmine. Ces révélations ont provoqué en moi une douleur inattendue. Je pensais à Gabriel, si confiant, si persuadé d'avoir trouvé une femme sincère. Je pensais aussi à ma naïveté. Je me suis senti bousculé, presque étourdi. Avant de quitter l'immeuble, j'ai remercié le concierge et j'ai pris plusieurs minutes pour reprendre mes esprits dans la rue. De retour chez moi, une nouvelle découverte m'attendait. En rangeant quelques affaires dans ma chambre, j'ai remarqué que ma boîte à bijoux n'était pas exactement à sa place. Le contenu semblait plus léger que d'habitude. Je l'ai ouverte et mon souffle s'est coupé. Le bracelet offert par ma sœur, un broche ayant appartenu à ma mère et un petit pendentif en or avaient disparu. Des objets modestes, mais précieux pour moi. J'ai fouillé la chambre entière, croyant à un simple oubli, mais les pièces manquantes ne réapparaissaient pas. Un frisson m'a parcouru. Je ne voulais pas accuser sans preuve, pourtant tout se reliait. La lettre de l'huissier, l'expulsion, les commentaires en ligne, les dettes, les emprunts jamais rendus. Plus tard dans la soirée, alors que je me préparais à me coucher, j'ai entendu Yasmine dans la salle de bain. La porte était entr'ouverte et sa voix résonnait dans le carrelage. Elle parlait au téléphone, convaincue d'être seule. Ces mots ont frappé mon cœur avec la violence d'un coup de poing. Elle disait à une amie que Gabriel était un pigeon facile à manipuler, qu'elle n'avait qu'à sourire pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle riait en expliquant que la vieille ne se rendait compte de rien, que je n'oserais jamais réagir, que je faisais partie du décor. Elle évoquait déjà un futur départ, en parlant d'un autre projet, dans une autre ville, une fois que Gabriel aurait payé suffisamment de choses pour elle. Je suis resté figé dans le couloir, le souffle coupé. Les mots me brûlaient les oreilles. J'ai reculé doucement vers ma chambre, le cœur battant si fort que je craignais qu'elle ne l'entende. Je n'avais aucune preuve de ce que je venais d'entendre, aucun enregistrement, rien que ma parole contre la sienne. Mais ces phrases resteraient gravées dans ma mémoire, mot pour mot. L'affection de mon fils était exploitée, mes efforts étaient méprisés, ma maison servait de refuge provisoire à une femme qui préparait déjà sa prochaine étape. La douleur s'est transformée en détermination. Je me suis rappelé mes responsabilités, mes années de travail, ma solitude assumée. Je savais que je ne pouvais plus fermer les yeux. Ce soir-là, assise au bord de mon lit, j'ai pris une décision qui ne ressemblait pas à mes habitudes de douceur et de patience. Je devais me défendre, protéger ma maison et surtout préserver Gabriel, même s'il refusait encore de voir la vérité. J'allais chercher des informations, documenter ce que je pouvais, comprendre les démarches possibles auprès des autorités compétentes. Je n'ignorais pas que cela demandait du courage, mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais en moi une force que je croyais perdue, une résolution lucide, froide, ferme. J'ai soufflé longuement, puis j'ai murmuré « Cette fois, Martine, tu ne reculeras plus. » Le lendemain de cette nuit où j'avais entendu Yasmine se moquer de moi au téléphone, je me suis levée avec une détermination nouvelle. Mes mains tremblaient un peu, mais ma décision était prise. Après mon travail à l'école, je me suis rendue directement au commissariat de police de mon quartier. Le bâtiment gris, les chaises en plastique, l'odeur de papier et de café froid formaient un décor que je connaissais mal. Je me suis avancée vers l'accueil, la gorge serrée, et j'ai expliqué à l'agent que je souhaitais déposer une plainte pour vol. Une policière m'a reçue dans un petit bureau. Elle m'a invité à m'asseoir, puis m'a demandé calmement de raconter les faits. J'ai parlé des bijoux disparus, de la boîte déplacée, de la lettre de l'huissier, des propos entendus dans la salle de bain. La policière a pris des notes, m'a posé des questions précises sur la valeur des objets, sur la date approximative de leur disparition, sur la relation entre Yasmine, Gabriel et moi. Elle m'a expliqué que ma démarche était légitime, que toute suspicion de vol par une personne vivant sous mon toit devait être prise au sérieux. Elle m'a indiqué que la plainte serait enregistrée et qu'une enquête pourrait être ouverte si suffisamment d'éléments concrets étaient réunis. Elle m'a conseillé de rassembler toutes les preuves possibles, de garder des copies de la lettre de l'huissier, de noter date et faits, et de faire attention à ma sécurité émotionnelle autant qu'à mes biens matériels. Avant de partir, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit que je n'avais pas à avoir honte de demander de l'aide, même si la situation impliquait mon propre fils.
Sur ses conseils, j'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit de la famille et en droit immobilier. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvée dans son cabinet, un endroit sobre avec des étagères chargées de dossiers. Le maître de maison m'a écouté sans m'interrompre. J'ai tout raconté, depuis l'arrivée de Yasmine jusqu'à la découverte des vols et des dettes. Il a tapoté du doigt sur le contrat de propriété de ma maison que j'avais apporté, puis a résumé la situation d'une voix posée. Selon lui, en tant que propriétaire, j'avais pleinement le droit de décider qui vivait ou non sous mon toit. Il a précisé que mon fils, en tant qu'adulte, restait libre de partir, mais qu'aucune loi ne m'obligeait à héberger sa compagne. Il a cependant ajouté que, dans les faits, la dimension affective compliquait tout. L'avocat m'a proposé une stratégie qui tenait compte de cette réalité. D'un point de vue juridique, je pouvais engager une procédure pour faire partir Yasmine si la situation devenait insupportable, surtout si la plainte pour vol aboutissait. Mais, selon lui, le plus important serait que Gabriel découvre lui-même la vérité. Il m'a expliqué que beaucoup de fils dans sa situation se braquaient lorsque la mère attaquait directement la compagne. Il a donc suggéré que je continue à rassembler des preuves tout en évitant les confrontations inutiles, et que je me tienne prête à agir lorsque l'occasion de dévoiler les faits se présenterait. En sortant du cabinet, je me suis sentie moins seule. Je n'étais plus seulement une mère dépassée par les événements, j'étais une propriétaire informée de ses droits. Les jours suivants, j'ai contacté, grâce aux informations du concierge, 2 anciennes propriétaires ou bailleurs qui avaient loué à Yasmine. Les récits se ressemblaient. Loyer impayé pendant plusieurs mois, promesses de régularisation jamais tenues, soirées qui dérangèrent les voisins, jeunes hommes charmés et ruinés, départ précipité au moment où la situation devenait intenable. Un schéma clair se dessinait, presque froid dans sa répétition. À force de recherche, j'ai réussi à obtenir le numéro de téléphone de la mère de Yasmine, qui vivait dans une autre région. La voix fatiguée de cette femme m'a bouleversée. Elle m'a confié qu'elle n'était plus surprise par ce que je décrivais. Selon ses propres mots, sa fille avait commencé très tôt à manipuler son entourage, à profiter de la gentillesse des uns et de la naïveté des autres. La mère m'a raconté les chèques sans provision, les mensonges, les disputes familiales, les tentatives d'aide qui avaient fini en trahison. Elle m'a avoué qu'elle avait mis de la distance pour se protéger, sans pour autant cesser de s'inquiéter pour Yasmine. Au cours de cette conversation, la mère a mentionné un ancien fiancé, François, qui avait également souffert des agissements de sa fille. Elle a d'abord hésité à me donner ses coordonnées, mais lorsque je lui ai expliqué que mon fils risquait le même sort, elle a fini par céder. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas empêcher sa fille de faire du mal, mais qu'elle pouvait au moins aider ceux qui en étaient victimes. Elle m'a donné le numéro de François en me faisant promettre de ne jamais révéler d'où je l'avais obtenu. Lorsque j'ai appelé François, j'ai entendu au bout du fil la voix d'un homme encore meurtri. Il m'a raconté comment Yasmine avait réussi à lui faire vendre sa voiture, comment elle avait accumulé des dettes à son nom, comment elle avait disparu du jour au lendemain en emportant des objets de valeur. Son récit ressemblait étrangement à ce que je vivais, à ceci près que, cette fois, c'était mon fils qui jouait le rôle du naïf amoureux. François a accepté sans hésitation de venir dans ma ville le week-end suivant pour confronter Yasmine et témoigner devant Gabriel. Sa détermination m'a touchée. Il ne cherchait pas la vengeance, il voulait empêcher un autre homme de tomber dans le même piège. En raccrochant, j'ai ressenti une étrange forme de solidarité avec cet inconnu qui avait souffert pour les mêmes raisons. Pendant la semaine qui a précédé son arrivée, j'ai modifié radicalement mon comportement à la maison. J'ai cessé de commenter les dépenses, j'ai arrêté de me plaindre de la télévision allumée ou des lumières oubliées. J'ai adopté un ton calme, presque neutre. J'ai posé des questions légères sur les projets de Yasmine. J'ai acquiescé lorsqu'elle parlait de ses futurs contrats. Gabriel a cru que je me faisais à l'idée, que j'acceptais enfin son couple. Yasmine, de son côté, a baissé la garde. Les conversations téléphoniques sont redevenues plus imprudentes, les mensonges plus visibles, les allusions à un avenir ailleurs plus fréquentes. Le vendredi soir, en me glissant dans mon lit, je n'ai pas ressenti cette angoisse sourde qui m'accompagnait depuis des semaines. J'avais un plan. J'avais consulté la police, un avocat, des témoins. J'avais trouvé des alliés. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis endormie d'un sommeil profond. Non pas parce que les problèmes avaient disparu, mais parce que je savais que, cette fois,
Je n'attendrai plus que les autres décident à ma place. J'étais prête à reprendre ma vie en main. Le samedi matin est arrivé avec un ciel clair, presque trompeur. J'avais préparé le café lorsque l'interphone a retenti. Un homme a demandé, d'une voix ferme mais polie, à parler à Yasmine. Gabriel et Yasmine prenaient leur petit déjeuner sur la terrasse. Lorsque j'ai répété le message, Yasmine s'est figée. Son visage a perdu toute couleur. Elle a répondu qu'elle ne connaissait personne de ce nom, mais la panique dans ses yeux contredisait ses mots. Gabriel observait la scène sans comprendre. Quelques secondes plus tard, François est apparu devant le portail. Grand, élégant, regard déterminé. Il a prononcé calmement « Je voudrais parler à Yasmine. Je suis son ancien fiancé. » Yasmine a reculé d'un pas, puis a bredouillé qu'il devait se tromper, que ce n'était pas elle. Je suis sortie avec ma pochette remplie de documents. Mon cœur battait fort, pourtant je me sentais étrangement lucide. J'ai ouvert la porte et j'ai invité François à entrer. Sur la terrasse, le silence s'est installé comme une chape de plomb. Gabriel semblait perdu entre la surprise et la colère. François, lui, n'a pas haussé la voix. C'est à ce moment que mon regard s'est posé sur le poignet de Yasmine. Mon souffle s'est arrêté. Elle portait le bracelet de ma sœur, celui que je croyais perdu. Ce bracelet en argent avec des petites pierres bleues que je reconnaîtrais entre mille. Elle l'avait mis ce matin-là, sans doute par habitude, sans imaginer que quelqu'un viendrait la confronter. J'ai pointé son poignet du doigt et j'ai dit d'une voix blanche « Ce bracelet m'appartient. C'est un cadeau de ma sœur. Il a disparu de ma boîte à bijoux il y a plusieurs semaines. » Yasmine a instinctivement caché son bras derrière son dos, mais il était trop tard. Gabriel avait vu. François avait vu. Le silence qui a suivi était assourdissant. Il a simplement posé son dossier sur la table et a déclaré qu'il venait récupérer ce que Yasmine lui devait et prévenir Gabriel avant qu'il ne subisse le même sort. L'expression de Yasmine est passée de la peur à la nervosité, puis à une agressivité contenue. Elle affirmait qu'il s'agissait d'un mensonge, qu'elle n'avait jamais été fiancée à cet homme. J'ai posé ma propre pochette à côté de celle de François. D'une voix que je voulais maîtriser, j'ai demandé à Gabriel de s'asseoir. Je lui ai montré la lettre de l'huissier, les copies des échanges entre anciennes propriétaires, les photos des objets manquants, les relevés prouvant les achats inhabituels, les messages venus des réseaux sociaux. François a ajouté ses propres preuves, contrats signés, copies de virements, courriers de réclamation, captures de conversation où Yasmine lui promettait de rembourser un prêt. Gabriel passait d'un document à l'autre comme un homme qui découvre une langue inconnue. Il répétait que ce n'était pas possible, que je cherchais un prétexte pour détruire son couple, que je n'avais jamais accepté Yasmine. Je sentais sa résistance mêlée à une souffrance profonde. Il voulait croire en la femme qu'il aimait. Alors, je me suis tournée vers Gabriel. Ma voix tremblait, mais je devais parler. Je lui ai raconté ce que j'avais entendu dans la salle de bain, quelques semaines plus tôt. Mot pour mot. Yasmine qui le traitait de pigeon facile à manipuler. Yasmine qui riait en disant que la vieille ne représentait aucun danger. Yasmine qui parlait déjà d'un autre projet, dans une autre ville, une fois qu'il aurait payé suffisamment pour elle. Gabriel m'a regardé avec incrédulité. Yasmine a immédiatement nié, affirmant que j'inventais tout. Mais François a pris la parole. Il a dit calmement qu'il avait entendu exactement les mêmes mots, des années plus tôt, lorsqu'il était à la place de Gabriel. Il a sorti de son dossier des messages où Yasmine tenait des propos similaires à une amie. Les mots étaient presque identiques. Gabriel a blêmi. Il a regardé Yasmine, puis les messages, puis moi. Son visage s'est décomposé. Yasmine a compris que la situation lui échappait totalement. Elle a tenté une dernière manœuvre, les yeux soudain brillants de larmes. Elle s'est tournée vers Gabriel en murmurant qu'elle pouvait tout expliquer, que François était un ex jaloux et vengeur, que j'avais monté un complot contre elle depuis le début. Mais Gabriel ne la regardait plus. Il fixait les documents étalés sur la table, le bracelet à son poignet, les messages sur l'écran de François. Le silence de Gabriel a été plus dévastateur que n'importe quelle accusation. Yasmine a attendu une réaction, un signe, une ouverture. Rien n'est venu. Alors son visage s'est durci. Les larmes ont disparu aussi vite qu'elles étaient apparues. Elle s'est levée brusquement, a attrapé son sac et a dit d'une voix sèche « Très bien.
Je n'ai pas besoin de ça. Elle n'a pas avoué. Elle n'a pas demandé pardon. Elle a simplement compris que le jeu était terminé. François a gardé son calme. Il lui a demandé de monter chercher ce qu'elle voulait emporter et de signer le document reconnaissant sa dette. Elle a grimpé les escaliers en tapant du pied, proférant des insultes à mi-voix. Gabriel s'est levé pour la suivre. Je l'ai accompagnée. Nous sommes restés sur le seuil de la chambre pendant qu'elle jetait ses affaires dans ses valises avec des gestes rageurs. J'ai remarqué sur la commode le broche de ma mère et le pendentif en or que je cherchais depuis des semaines. Je les ai récupérés sans un mot. Yasmine m'a lancé un regard noir, mais n'a rien dit. Elle savait qu'elle avait perdu. 10 minutes plus tard, elle est redescendue avec 2 valises. Elle a jeté un regard méprisant vers moi, un autre vers Gabriel, puis a claqué la porte sans se retourner. François, resté en bas, a simplement hoché la tête. Il avait vu ce schéma se répéter. Il savait comment cela se terminait. Il m'a assuré qu'elle avait signé un accord de remboursement, même si rien ne garantissait qu'elle respecterait ses engagements. Avant de partir, il a posé une main amicale sur l'épaule de Gabriel et lui a dit qu'il n'était pas le premier à être manipulé par elle, et malheureusement, probablement pas le dernier. Une fois la porte refermée derrière François, la maison a semblé respirer différemment. Gabriel s'est effondré sur une chaise. Il a enfoui son visage dans ses mains. Sa voix tremblait lorsqu'il a demandé pardon. Il regrettait ses paroles, ses jugements, son aveuglement. Je l'ai serré dans mes bras sans hésiter. Je n'attendais pas d'excuses. Je voulais juste qu'il retrouve la clarté qu'il avait perdue. Nous sommes restés ainsi longtemps, dans un silence qui n'était plus celui de la peur ou de la tension, mais celui d'un recommencement possible. Lorsque Gabriel a relevé la tête, j'ai vu dans ses yeux un mélange de honte, d'amour et de soulagement. J'ai caressé légèrement sa joue. J'ai senti que la mère, longtemps mise de côté, retrouvait sa place, non pas pour protéger naïvement, mais pour accompagner un adulte qui venait d'apprendre une leçon cruelle. Le soir venu, lorsque je me suis allongée dans mon lit, la chambre semblait différente. L'air paraissait plus léger. Je n'étais plus cette femme qui se laissait envahir, intimidée, effacée. Je venais de traverser une épreuve qui aurait pu me briser. Pourtant, elle m'avait révélé. Je me suis endormie avec une certitude nouvelle. Je n'étais pas faible. J'étais une femme qui avait appris à se défendre, à dire non, à reprendre sa vie en main. Une femme qui avait décidé de ne plus jamais laisser qui que ce soit s'asseoir à sa place dans sa propre maison. 3 mois se sont écoulés depuis le départ de Yasmine, et la maison a retrouvé un rythme apaisé. La plainte que j'avais déposée au commissariat a finalement été classée sans suite, faute de preuves suffisantes pour engager des poursuites. Mais cela n'avait plus d'importance. J'avais récupéré mes bijoux, ceux qui comptaient vraiment, le bracelet de ma sœur, le broche de ma mère, le petit pendentif en or, et surtout, j'avais récupéré mon fils. Les disputes ont cessé. Les silences lourds ont disparu, et l'air circule de nouveau comme si les murs avaient enfin relâché une tension ancienne. Gabriel vit toujours avec moi, mais notre quotidien n'a plus rien de commun avec celui d'autrefois. Il paie désormais une partie des charges, fait les courses 1 semaine sur 2, prend en charge le ménage du salon et de la terrasse. Il me demande avant d'inviter quelqu'un et il respecte les règles que nous avons fixées ensemble. Ce ne sont pas des obligations pesantes, juste des gestes simples qui marquent une cohabitation adulte et équilibrée. Je ne suis plus la femme qui portait tout, silencieusement, au nom d'un amour maternel mal interprété. Je suis une mère, oui, mais une mère qui se respecte. Pendant cette période, j'ai aussi ressenti le besoin de parler, de partager ce qui m'était arrivé, de comprendre pourquoi j'avais laissé mes limites s'effacer si longtemps. Je me suis alors rapprochée d'un petit groupe de parole organisé par ma paroisse. Le mardi soir, lorsque j'entre dans la salle où une dizaine de femmes de mon âge se réunissent, je sens quelque chose se libérer en moi. Elles racontent des histoires de couples difficiles, de manipulation familiale, de solitude ignorée, de fils ou filles qui ne voient plus la valeur de celles qui les ont tant aimés. Beaucoup ont traversé des épreuves que je reconnais dans les détails. Leur lucidité me touche, leurs blessures me ramènent à mes propres aveuglements, leur renaissance m'inspire. À mesure que j'écoute, je comprends que la ligne entre gentillesse et soumission est souvent invisible, et qu'elle se franchit sans que l'on s'en aperçoive. Vouloir la paix n'est pas céder à tout.
Aimer ne signifie pas se sacrifier jusqu'à disparaître. Soutenir un enfant adulte ne doit jamais ressembler à porter le poids de ses choix, de ses amours ou de ses erreurs. Je répète souvent aux femmes du groupe que l'amour maternel n'a jamais été synonyme d'esclavage émotionnel. Elles hochent la tête. Certaines essuient une larme. D'autres sourient, avec la discrétion de celle qui se réveille lentement. Quelques semaines plus tard, Gabrielle a commencé à fréquenter une jeune femme, Patricia, une infirmière de 26 ans qu'il avait rencontrée par l'intermédiaire d'un ami. Je ne la connais pas encore très bien. Leur relation débute à peine, et je me garde de tirer des conclusions hâtives. Mais lors du premier dîner qu'elle a partagé avec nous, j'ai remarqué des petites choses qui m'ont rassurée. Elle a demandé si elle pouvait aider en cuisine au lieu de s'installer directement à table. Elle a posé des questions sur la maison avec curiosité, sans ce regard évaluateur que j'avais vu chez Yasmine. Elle a ri d'une blague de Gabrielle sans exagération. Des gestes simples, peut-être insignifiants pour d'autres, mais qui, après ce que nous avions traversé, prenaient une signification particulière. Je ne sais pas si Patricia est la bonne personne pour mon fils, mais je sais qu'elle ne ressemble pas à celle qui l'a précédée, et pour l'instant, c'est suffisant. Un soir, alors que nous étions dans la cuisine à préparer le dîner, Gabriel s'est approché de moi. Le regard était sérieux, presque fragile. Il m'a demandé si je regrettais d'avoir enquêté sur Yasmine. Je me suis tournée vers lui, j'ai posé ma main sur son avant-bras et j'ai répondu que si regret il y avait, il ne portait pas sur l'enquête, mais sur le temps que j'avais mis à agir. Je me suis souvent tue pour éviter les conflits, pour préserver l'harmonie, pour rester une mère douce. Pourtant, c'est en reprenant ma place que j'ai retrouvé la paix. J'ai dit à Gabriel que je n'étais pas fière d'avoir laissé les choses se dégrader autant, mais que j'étais fière de la manière dont nous avions traversé cette épreuve ensemble. Il m'a serré contre lui et m'a murmuré qu'il avait appris plus en 3 mois qu'en toute une vie. Depuis, je me sens différente. Je marche plus droite, je parle avec plus d'assurance, je n'ai plus cette petite hésitation qui me faisait baisser les yeux. Je suis la propriétaire de cette maison. Je suis la femme qui y vit, qui l'a fait tourner, qui l'a construite pierre après pierre avec son propre salaire. Je suis la personne qui y fixe les règles, qui y pose les limites, qui décide qui y entre et qui en sort. Je suis une mère aimante, mais je ne suis plus un paillasson émotionnel. À 62 ans, j'ai découvert que la dignité n'est jamais réservée aux jeunes. Elle appartient à celles qui la réclament, même tard, même lentement, même après avoir trop cédé. Je pense souvent aux femmes de mon âge qui vivent dans des situations semblables et n'osent pas agir. Je voudrais leur dire ceci: il n'existe pas d'âge limite pour se défendre. Il n'existe pas de moment trop tard pour dire non. Il n'existe pas de règle qui oblige une mère à supporter l'insupportable. Vous avez le droit de poser des frontières, de retrouver votre place, de protéger votre vie. La douceur n'est pas faiblesse. La patience n'est pas résignation. L'amour n'est pas servitude. Aujourd'hui, je suis fière de la femme que je suis devenue. Je me suis retrouvée et cette renaissance n'a pas d'âge. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.